l'applaudir à la fin si ça vous aide. Voilà. Merci Olivier pour cette présentation. Effectivement, j'ai été à bonne école comme quelques-uns des intervenants aujourd'hui. Donc 11 ans, j'ai eu la chance de découvrir, d'être formé et formaté au lycée chez Toyota. Comme Olivier l'a dit, moi je suis sorti d'école, j'ai été directement sur les lignes de production. J'ai passé un peu de temps chez Redel. C'est important parce que quand je suis arrivé sur ce site-là, le site était en retournement, c'est-à-dire qu'il perdait beaucoup d'argent sur la restructuration. Et j'ai pris la direction du site. À l'époque, il y avait 500 personnes et 100 000 chiffres d'affaires. Et puis après, j'ai eu envie de continuer cette aventure entrepreneuriale et j'ai cherché à reprendre une société. Au milieu, c'est le CV de repreneur. Quand finalement, c'est comme un CV de salarié, c'est juste que du coup, on met un petit peu ce qu'on veut à l'intérieur. Et j'avais 3 critères: métallurgie, 35 personnes, une société qui gagne de l'argent et surtout pas le dirigeant qui reste à l'intérieur. C'est des aventures, c'est des rencontres. J'ai finalement repris le Mailleux. Quand je reprends le Mailleux, on est 135. On est 5 associés, dont un des anciens dirigeants qui est à l'intérieur de la société. On perd beaucoup d'argent et on est dans le textile. Voilà. Tout ce que j'avais dit que je ne voulais pas faire, je l'ai fait. Je pense que vous allez comprendre à travers la présentation pourquoi je suis arrivé sur ce projet. Le Mailleux, rapidement, 75 ans de savoir-faire et d'histoire, une entreprise textile, on fait du tricotage, on fait de la maille, on est spécialisé dans le sous-vêtement industriel. Je vais dire jusque 2018, la société est principalement familiale, elle a vendu en 2018. Il y a un point qui est important, c'est en 2013. Certains connaissent peut-être, en tout cas vous connaissez sûrement le site français. Le site français commence son aventure avec le Mailleux parce que c'est le Mailleux qui va industrialiser, qui va fabriquer quasiment jusqu'à 80% de la production du site français, à peu près dans les années 2015 et 2018. La société est prise en 2018 par 2 repreneurs physiques, Martin et Louis, que vous voyez sur la photo. Ils ouvrent la société. Avant, c'est une société familiale. Quand c'est familial, c'est pas ouvert. Les fournisseurs, les clients, ils ne rentrent pas. 2018, ils ouvrent la société à tout le monde. Ils ouvrent aussi la société à Internet. Et on commence à avoir un premier site Internet qui démarre en 2019. Il y a un supermarché qui arrive, qui est plutôt un marché d'opportunités, celui de la culotte mensuelle, le conseil du soulèvement et l'incontinence. Globalement, il y a quelque chose qui lie les deux, qui propulse le chiffre d'affaires de la société. Il fait plus de 40% en 3 ans. Donc, vraiment un énorme succès. 2021, force de succès là, on investit, changement de RP, rachat de 2 ateliers de confection et on rénove tous les bureaux. 6 mois après, la guerre en Ukraine arrive, l'inflation, des matières premières, de la main-d'œuvre, et tout ce qui était gagné en 4 ans s'écroule en moins d'1 an et demi. Martin et Louis, qui à l'époque ne sont pas du tout de ces secteurs-là. Quand on a fait l'automobile, on est un peu plus préparé à ça. On fait du chômage partiel, de la PME, un PSO, on restructure et puis on part. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Et début 2024, la société n'est pas très loin de déposer le bilan et elle cherche plutôt des repreneurs. On fait du textile, on perd beaucoup d'argent, le dossier n'est pas très attirant, même si entre 6 mois avant, il y a le lancement d'une marque propre qui s'appelle Maison de Mailleux et qui a aussi son intérêt en transformation. C'est comme ça que j'arrive sur ce dossier-là, c'est comme ça qu'en juillet 2024, ça fait 1 an, on a repris la société à 5 associés, 2 opérationnels, moi j'ai la direction générale, Martin qui était à l'intérieur s'occupe de la prospection et j'ai 4 autres associés qui sont plutôt des entrepreneurs, dirigeants des fonds, plutôt des gens un petit peu pareils pour reprendre une société qui fait du textile et de la confection. Hyper important forcément, mon expérience dans ce projet-là, le Mailleux c'est l'industrie, 80% du personnel c'est des ouvriers, des ouvrières. C'est une boîte qui perd l'argent de retournement, je l'avais fait un petit peu avant, et puis après, on utilise ce qu'on sait faire, et du coup, moi ce que je savais faire, c'est l'amélioration continue du lean, et je vous expliquais du coup comment j'ai utilisé ces outils-là pour relancer la société. Quand on prend la société, septembre, il y a 2 urgences. La société, en fin 2024, elle fait 5,5 millions de chiffre d'affaires, elle perd 1,5 million. Je vais vous dire un peu la information, c'est énorme. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'à ce moment-là, la société, ça fait 6 mois qu'elle n'est plus trop dirigée, il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus rien. Et donc finalement, moi j'ai 2 urgences à ce moment-là pour redémarrer la société. C'est finalement recréer de la dynamique et c'est surtout embarquer très rapidement.
c'est ce qu'on appelle la fusée du changement. Ça sort des APM, voilà, c'est hyper important. C'est finalement, quand on va créer le changement et qu'on doit être rapide, il y a quoi qu'il arrive des étapes à passer. La première, c'est pourquoi on doit changer. C'était très clair, la société elle est fermée il y a 3 mois, donc il y a bien une motivation à changer. La deuxième, c'est qu'il faut créer la sensation de changement. Et il faut embarquer les gens, parce que changer tout seul, finalement, c'est pas durable. Et une fois qu'on a commencé à embarquer tout le monde, il faut qu'on ait des dossiers très clairs où les gens voient finalement que non seulement on a dit des choses, mais qu'on a les faits, que c'est visible. Okay. Après, un ouvrier, il n'attend pas la même chose qu'un technicien, ni d'un cadre, ni d'un comité de direction. Et du coup, on a lancé le 1er septembre un projet qu'on a appelé le Restart, rebond en français, qui a été présenté à l'ensemble du personnel. L'idée, finalement, dans un plan de transformation, quand on perd beaucoup d'argent, les journées sont quasiment montées. Et notre plan de transformation, il avait 4 piliers. Un collectif engagé expérimenté, c'est globalement les associés qui sont venus mettre de l'argent, autrement ça ne marchait pas. Au-delà de ça, les associés aussi toute une expertise très importante par rapport à ce qu'on fait. La deuxième, c'est une stratégie, une vision très claire. On perd les équipes si on n'a pas priorité. Et après, plutôt des outils, une feuille de route avec des actions concrètes et plutôt une méthodologie que vous connaissez peut-être sûrement, mais que je vais essayer d'illustrer le mieux possible. Donc, notre stratégie elle est claire, et c'est aussi pour ça que je rentre dans un projet comme celui de Valieux, parce que quoi qu'il arrive, c'est un outil industriel. Et c'est un outil industriel qui fabrique pour 2 types de clients, des clients B2B, pour d'autres marques, ProMode, Analyst, TDS, et des clients B2C où on a notre propre collection qu'on vend sur Internet. La stratégie elle est très claire, il y a une marque qui a été créée, une marque propre, et c'est cette marque propre qu'on va prioriser. C'est-à-dire que quand j'ai des équipes créa qui bossent pour 3-4 clients différents, quand je suis arrivé, ils bossaient 10% de leur temps pour cette marque propre, alors que globalement c'est plus 50% de la marge qu'on fait, et ils passaient beaucoup de temps sur nos clients, on a réinventé tout. Et ça veut dire qu'une fois qu'on a ça, on focus tout le monde sur les bonnes priorités. Elle avait un autre intérêt, cette stratégie, c'est qu'aujourd'hui, on adressait déjà les clients B2C, donc les gens, les particuliers qui vendaient directement sur le web, c'était 30% de notre chiffre d'affaires, donc ça veut dire qu'on fait un gros chiffre d'affaires. Aujourd'hui, cette même collection, on la vend chez des détaillants, donc ça veut dire que les mêmes produits, je ne change rien du tout, je vais juste chercher des magasins, et dans l'histoire de Noël, on savait faire ça aussi. Et le dernier point, c'est que du coup, il y a aussi un revirement dans les clients pour qui on fabrique. On fabriquait beaucoup pour le site français, par exemple. Le site français doit se réinventer comme on doit le faire. Ils fabriquaient que chez les fournisseurs et depuis peu, ils ont leurs propres ateliers. Ça veut dire que finalement, ils passent beaucoup moins chez nous. Et donc, du coup, moi, je dois aller chercher d'autres clients. Et quand on doit aller chercher des clients en confection en France, et ben, la chance qu'on a, c'est qu'on a quand même pas mal de marques. Et que pour eux, aller faire une petite partie de leur collection en Made in France, qui est un outil marketing, ça marche. On a commencé à aller chercher des ProMode, des Grammalis, toutes ces marques-là, sauf qu'il y a 3 ans, quand on fait que du sous-vêtement, aller chercher le ProMode pour proposer que des boxeurs, on ne va pas faire grand-chose. Aujourd'hui, on fait des t-shirts, on fait du sweat, on fait plein d'autres choses, donc hyper important de dire finalement tout ce qu'on est en train de faire pour nous, pour notre chiffre d'affaires à court terme, il nous permet aussi d'aller chercher des clients. Voilà, ça c'était plutôt la stratégie. Ces documents-là, ils ne sont pas très loin de ceux que j'ai présentés au personnel. Ça veut dire que quand on est dans un plan de transformation aussi, être transparent, les chiffres, les pertes, les actions, tout ça c'est partagé avec tout le monde. Le deuxième, c'est qu'on a construit une feuille de route. J'avais l'habitude de faire ça dans mes autres entreprises. Souvent, on fait une feuille de route pour les 5 ans, pour les 2 ans. Donc, quand je suis arrivé le 1er septembre, j'ai dit on fait une feuille de route pour les 3 premiers mois. Et on va la faire en moins d'une semaine. Donc ça, c'est hyper important parce que du coup, c'était aussi un moyen pour moi de m'assurer que tout le codir, j'allais avoir quel comité de direction. C'était la première strate. Bon, on a fait cette feuille de route de manière simple. On a dit il y a 3 piliers. Le client, on pense que le client. Le deuxième, c'est on pense à nos équipes, au bien-être du personnel. Et la troisième, c'est tout ce qui est lié à la compétitivité. Et en l'occurrence, quand on parle compétitivité, c'est pas un mot, c'est comment on dure dans le temps. On a fait un exercice que moi je connaissais bien, que le comité de direction ne connaissait pas. J'aurais dit on va faire cette feuille de route. Je vais vous donner un cadre. Il faut toujours donner un cadre aux gens. L'idée de la feuille de route, c'est de dire par rapport à ces piliers-là, on va trouver les bonnes actions à faire. Le cas, c'était de dire surtout, on va trouver des actions qu'on va être capable de faire dans les 3 mois, par nous-mêmes, et que ça crée du changement. Quand on dit des actions qu'on doit faire dans les 3 mois, on imagine déjà qu'en fait, il n'y a pas de consultant, il n'y a pas d'investissement, ou très peu,
Quand on dit du changement, c'est-à-dire qu'en fait l'investissement est sur tous les points. On a fait un exercice, je vous ai mis en équipe, ce qu'ils avaient finalement, j'ai dit la satisfaction client, j'ai dû mettre le responsable de production et de commerce, et après j'ai inversé les équipes. C'est-à-dire que j'ai demandé à mon commercial de travailler sur le bien-être des salariés de l'atelier. Ça, il me dit, j'en sais rien moi. Si, quand tu es au comité de direction, ton objectif c'est d'avoir une vue sur toute l'entreprise. Le petit tableau qui est en dessous, c'est tout ce qui est ressorti comme action, et puis j'ai dit, on va faire un truc, chacun, vous avez 10 points, et puis vous votez pour les actions qui sont les plus importantes pour vous. De temps en temps, j'ai mis quelques vétos, parce qu'il y avait des trucs qui étaient importants, mais ça n'empêche qu'à la fin, 90% de ce qui est là, c'est ce qu'on a décidé ensemble. Et une fois qu'on l'a décidé ensemble, en fait, on est responsable et on est engagé. Ça, on l'a fait. Concrètement, ça peut ressembler à ça. Ça, c'est le document qu'on a sorti une semaine après. Et comme tout engagement, on retrouve tout là-haut, à droite, la signature de tout le comité de direction. On retrouve pour chaque action un indicateur, ça n'existait pas trop non plus, toujours 2 pilotes. Honnêtement, répondre à être à l'heure pour un client, c'est l'engagement du commerce, mais sans la production, il ne peut jamais le faire. Donc on a toujours finalement qui est le garant de l'indicateur et qui va aider à ce que ça marche bien. Et c'est toujours 2 personnes différentes. Et puis après, on a mis plein d'actions, plein d'actions, tous les pavés, c'est des actions qu'on a démarrées. On l'a présenté au personnel, ça ressemble à ça. Je vous prends un exemple, produire et planifier dans les délais, ça paraît normal. On a commencé à dire qu'il nous fallait 0 retard. Et à chaque fois que j'ai présenté au personnel, donc ça on est le 15 septembre, on s'est toujours débrouillé pour mettre une action qu'on avait déjà faite. Ok, le truc qui arrive, super Nicolas, ta feuille de route, on ne te connaît pas, ça fait 2 semaines que tu es là, tu es en train de nous dire que tu vas faire 95 actions en 3 mois, ok, plus personne ne sait prendre de décision ici, donc ça ne marchera jamais. La réalité, c'est que la première action qu'on a toujours mis là-haut, on l'avait déjà faite. Non seulement je l'avais déjà faite, et en plus je l'ai illustrée. Donc quand on dit réunion délai client, j'avais le commerce et les appros. On voit bien qu'à un moment, c'est pas naturel, parce qu'ils sont en train de sourire en plein milieu de leur réunion, mais on l'a illustré. Et ça, quand on crée aussi, quand on veut créer du changement, si on veut que les gens nous fassent confiance, c'est pareil, ça dépend des niveaux, mais moi, un ouvrier, en fait, une fois qu'on lui dit, des ouvriers, moi, il y en a certains, ils ont 39 ans d'ancienneté, donc des patrons, ils en ont vu un paquet, tout le monde dit des trucs différents, moi je leur dis, ok, on va le faire, et la première action, je l'ai faite. Donc ça aide à croire. Ça fait pas tout, mais ça aide à croire, et ça aide à embarquer. Voilà. Du coup, plutôt la vision, la stratégie. Ensuite, cette feuille de route qui permet de donner un cap à tout le monde, elle est imprimée, elle est donnée aux gens, c'est mon engagement. Et puis après, j'utilise un outil. Alors moi, quand je suis avec les gens, je parle pas de Lean, je parle pas d'amélioration continue, je parle pas de Toyota. J'ai dû garder 2-3 mots qui sont le Gemba, ainsi de suite, parce que ça, voilà. J'ai arrêté les anglicismes aussi, ils n'aimaient pas non plus. Et puis en fait, Olivier le disait, moi je suis sorti d'école, j'ai commencé chez Toyota, je connaissais globalement pas grand-chose d'autre. Et je dis souvent, en fait, j'ai pas été formé, j'ai été formaté. C'est un truc de ouf quand on sort de cette usine, peut-être que Bono dit la même chose, mais en fait on est formaté. Et en fait, on fait même plus attention. Un problème, c'est une anomalie. Voilà. Dès qu'il y a un truc, on regarde comment on peut faire mieux. C'est symptomatique. Donc, et pour moi, l'important, c'était de dire, ça, je trouve qu'à partir du moment où on arrive toujours à s'améliorer, et en fait, quoi qu'il arrive, on fera toujours mieux que la veille, ça c'est sûr. Et on est quand même dans un monde où on est en perpétuelle adaptation. Donc en fait, si on ne sait pas s'améliorer et ou s'adapter, à un moment ou à un autre, ça ne marchera pas. À un moment ou à un autre, ça ne marchera pas. Quand j'ai fini la présentation de la feuille de route au personnel, je leur ai dit, je vous demande juste une chose, une seule chose, quel que soit votre niveau, quel que soit ce que vous avez fait avant, je vous demande juste que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et si vous avez l'envie d'améliorer au quotidien ce que vous faites, on va avancer, parce qu'on fera toujours mieux et du coup, on progressera. Après, chacun à sa vitesse, mais c'est extrêmement important pour voir l'engagement des gens. Les outils que j'ai utilisés, c'est des routines, des indicateurs et du Gemba. Je crois que c'est Luciano, je crois. Luciano. Agenda synchronisé. Agenda synchronisé, hyper important. J'ai dit, en fait, voilà, je vous montre moi comment je vais gérer mon agenda. Et du coup, à partir de ça, vous pouvez dupliquer à vos équipes. Si je ne suis pas organisé, je ne vois pas comment vous pouvez l'être.
Et si je ne suis pas organisé, je ne vois pas comment je vais réussir à consacrer du temps à tout le monde. Parce que l'enjeu de ça, c'est que je sois capable de consacrer du temps à toutes les équipes. C'est extrêmement important dans le cadre d'une transformation parce que finalement, on a des messages à pousser. Je pense que quoi qu'il arrive dans la vie de tous les jours, ça l'est aussi. Et puis, une fois qu'on se dit, on se donne un créneau de... je sais pas, alors, le vert, ça doit être quand je suis sur le terrain. Le bleu, c'est avec le CODIR. Le jaune, c'est les réunions de feuilles de service et tout ce qui... Voilà. Et en fait, je leur dis, moi, on va prendre 1 heure. Donc, comme ça, je vais découvrir votre métier. Après, on va commencer à traiter les problèmes. Et puis, peut-être qu'au bout d'1 mois ou de 2 mois, déjà, on va le faire toutes les semaines. Donc, si je loupe une fois, on se voit quand même 3 fois dans le mois. Donc, on aura gagné ça. Et je dis peut-être qu'au bout de 2 mois, en fait, on ira juste boire un café ensemble et savoir comment ça va. Ça, c'est l'ultime. Voilà. Donc ça a été fait. Et puis, du coup, eux, derrière, ils ont tout décliné. Ils ont tout décliné. Et ce que je trouve hyper important, c'est que moi, je fais ma réunion avec tout le comité de direction le lundi. On se passe des infos. On explique ce qui va se passer dans la société. Et eux, ils font la leur dans la foulée. En principe, le mardi, à 11h, je suis seul dans l'entreprise. Ils sont tous en train de faire la réunion de service. Ça veut dire que même moi, j'ai même pas besoin de vérifier, en fait, vu que je vois plus personne dans les bureaux et qu'ils sont pas tous partis courir. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire leur réunion de service. Donc ça, c'est un premier outil hyper intéressant, et je pense au quotidien. Le deuxième, vous l'avez certainement vu avant, mais il y a rien de révolutionnaire, c'est d'avoir un top 15. Donc tous les matins, on a mis des indicateurs. C'était... Chez eux, ça n'existait pas en fait, les indicateurs n'existaient pas et on ne se retrouvait pas le matin. Donc moi, il y a quand même dans cet outil-là, il y a un truc qui est génial, c'est que tous les matins, mes équipes, on se voit. À un moment, on est regroupés, comment ça va, déjà on voit que tout le monde est là, on voit si tout le monde a la forme. Les indicateurs, ils sont papier, ils ont une utilité, c'est que chacun vienne avec son stylo marquer sa performance. Je crois que j'ai jamais fait des indicateurs Excel dans un top 15, jamais. Ça a toujours été manuscrit. Même si dans mes anciennes boîtes, ils disaient que pour passer au level 4 du Red Elway, il fallait mettre ça sur... J'ai jamais fait. Jamais fait parce qu'en fait, je trouve que le fait que les gens viennent mettre eux-mêmes, ça a du sens. Après, autrement, ça passe dans des moulinettes, on repère même plus. Il y a une petite subtilité aussi, c'est que je me suis débrouillé pour que chaque personne de mon comité de direction ait un indicateur à lui. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vient en touriste ou qu'il n'y a personne qui vient et qui n'a pas une information à donner aux autres. Alors on va dire c'est simple, la RH elle parle de son absentéisme, la production de son efficience, la qualité c'est pour tout le monde. Quand on doit en trouver un pour la création, dans un monde qu'on ne connaît pas, c'est pas facile, j'ai mon commerce, j'ai mon web et j'ai la finance. Et l'enjeu pour moi c'était surtout, pour l'avoir vécu avant, si on réunit tout le comité de direction, mais que finalement, il n'y en a que 3 ou 4 qui parlent, et à un moment ou à un autre, les autres, ils se désintéressent. Et le Gemba, donc aller à la source pour mieux comprendre les problèmes, hyper intéressant aussi. On a l'habitude, ou peut-être, en tout cas moi j'avais beaucoup l'habitude de le faire dans l'industrie, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on va voir dans les ateliers comment ça se passe. Là, il y a 2 exemples qui sont bien au-delà de ça, déjà qui sont bien au-delà de moi ce que je connais, mais c'est finalement comment on va faire du Gemba pour le commerce. Comment on va faire du Gemba pour la création. Ok, le Gemba pour le commerce, on est parti avec mon responsable commercial qui est à droite, on est parti rencontrer des clients. C'est ça le Gemba. Ok, comment on fait nos clients web? Comment on fait? En fait, on a fait un atelier créatif, je ne sais plus ce qu'on a fait. C'était un atelier client, l'atelier privé, voilà. Et on a envoyé des invitations, on a fait venir les clients chez nous, quoi. Donc oui, le Gemba, ça marche dans l'industrie, mais en fait, ça marche dans tous les services. Ouais, je trouve que ça, pour le coup, c'est un peu plus original que juste de dire, ok, je vais voir mon responsable d'atelier de la coupe et puis on travaille les indicateurs. Même si, effectivement, travailler les indicateurs et sur le terrain, c'est quand même aussi extrêmement vertueux. Voilà pour un petit peu la méthodo. Je vais vous partager un exemple que j'ai appelé le plan surface. Si vous regardez un petit peu au-dessus, j'ai l'écran ici, vous retrouvez cette ligne-là que j'ai extraite d'une des feuilles de route. Et c'était de dire finalement, l'activité c'était se compacter pour gagner en efficacité. J'ai dû mettre moins 10% de surface. Il fallait qu'on trouve quelque chose, donc on a dit moins 10%, moins 20%. Et du coup,
En fonction des activités qu'on avait, parfois du 5S, c'est on passe et puis on explique aux gens, on les forme un petit peu. Là, c'était finalement comment je fais rentrer le bâtiment ici. Donc là, ça c'est l'atelier du tricotage, il fait 1600 mètres carrés. Comment je fais pour le rentrer dans ces bâtiments-là, qui eux faisaient 1500, ça doit faire 4000 et 4005. Okay, et ça, je leur dis le 15 septembre. Ils me disent, mais ça, déjà, premièrement, ça ne sert à rien, et deuxièmement, on ne va jamais réussir à le faire. Okay, c'est quand même un projet qui est un peu engageant, c'est pas juste de dire on met un indicateur, puis après on met un bâton au vert. Donc là, plutôt un groupe de travail pluridisciplinaire, avec une petite particularité, c'est que dans le groupe de travail, je m'assure toujours pour qu'il y ait une personne qui soit complètement extérieure au sujet. Donc là, j'avais la responsable, l'assistante du web, qui est venue nous aider là-dessus. Embarquer tout le monde, et puis finalement, ça permet aussi de développer une personne sur une autre problématique. En fait, donc limite, on n'est pas très loin de faire de la formation. On a fait un truc tout bête, on est parti avec un laser, puis on a commencé à mesurer tous les bâtiments. Donc quand il y a la responsable du web qui est dans les ateliers avec son laser en train de mesurer, les gens ils se posent des questions. Et puis je leur ai fait un exercice, et c'est là où on voit en fait l'agilité des gens, quoi. Je leur ai dit, ok, on va prendre la surface des bâtiments, donc ça c'est là-haut, le tricotage par exemple, il fait 1400 mètres carrés, et on va mesurer, on va regarder ensemble la surface qui est utilisée. Bon, ça c'est facile, hein. On regarde, il y avait déjà des trous qu'on avait déjà fait, donc on mesure et puis on se dit on utilise 800 mètres carrés. Puis j'ai dit maintenant vous allez me faire un autre calcul, de me dire c'est quoi la surface idéale. Je dis, ça veut dire quoi la surface idéale? Je sais pas, il y a peut-être des machines qui servent à rien, peut-être qu'il y a des allées qui sont trop grandes, donc vous allez imaginer que vous puissiez tout refaire à zéro, et une fois que vous avez fait ça, vous allez me dire c'est quoi la surface idéale. Pour l'avoir fait un petit peu avant, j'ai vu des gens pour qui c'était très compliqué, et là ils se sont prêtés au jeu de manière assez simple, parce qu'une fois qu'on dit la surface idéale, en fait quelque part je leur ai dit ça veut dire qu'après on va devoir viser ça, hein. Donc c'est pas le tout de l'imaginer, c'est ce qu'on va devoir aller chercher. Donc. Et du coup on est arrivé des 1400 mètres carrés, on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait passer à 450 mètres carrés. Donc du coup cet atelier de tricotage qui faisait sur le papier 1400 mètres carrés qu'on devait réintégrer à l'intérieur, quand on s'est dit c'est plus 1400 mètres carrés qu'on doit réintégrer, c'est 450. Donc déjà l'étape est beaucoup plus simple. Et puis on a fait ça partout. Donc pour eux, ils m'avaient dit, de toute façon, il y a de la place nulle part, Nicolas. Quand on a fait le calcul, on s'est tous rendu compte qu'il y avait 1200 mètres carrés disponibles. Et quand on a été plus loin, on s'est même rendu compte que il y a une petite faute d'orthographe qui s'est glissée à l'intérieur, on avait 2290 mètres carrés. Une fois que j'avais fait ça, j'avais fini mon boulot. Le mien, il était fini, quoi. D'emmener les gens et qu'ils soient capables de se dire, 2 semaines avant, ton truc, ça ne marchera jamais. Et là, tout d'un coup, ils se rendent compte que non seulement ça va marcher, mais qu'en plus, on a une marge gigantesque. Ça, moi, j'ai visité l'entreprise, on l'a repris un petit peu rapidement, c'est comme si elle était en redressement judiciaire, donc j'ai passé 3 fois 2 heures. Ce truc-là, je l'ai vu, c'était assez clair dès le démarrage. Mon enjeu, c'est pas de dire que j'ai vu les choses et que je vais réussir à les faire tout seul. Mon enjeu, c'est d'embarquer les gens, hein. Donc, c'est pour ça que finalement, cette méthode, elle a aussi, c'est une conviction forte, c'est que une fois que tout le monde est embarqué, une fois que tout le monde a pu participer d'une manière à une autre à ces plans de transformation, derrière, ça se passe tout seul. Et derrière, ça se passe tout seul parce que du coup, on a commencé à prendre un plan, on a mis des post-it. Ça, c'est le groupe, ça, c'est les gens qui ont participé, qui n'avaient jamais fait ça de leur vie. Et puis, vu qu'on l'a fait ensemble, après, au fur et à mesure, ils ont commencé à déménager tout seuls, au milieu de leur activité, à faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. À me dire, on doit bouger une machine, c'est hyper risqué. Je dis, ok, on va regarder ensemble, mais ça ne me paraît pas si risqué que ça. Et finalement, là, on est en octobre 2024. Donc, les surfaces qu'on avait étudiées faisaient 5300 mètres carrés. En mai 2025, on a réduit de 26%. On a quasiment 4000 mètres carrés. Ça veut dire que le bâtiment qui est à côté, il est vide. Je l'ai fait en 2 étapes parce que ça veut dire que les 26% là, ils sont gagnés. J'ai vidé un bâtiment en fait. J'ai pas des trous partout, j'ai vidé un bâtiment et le bâtiment, on est en train de le louer. On cherche un locataire d'ailleurs. Donc c'est du vrai gain. C'est du vrai gain et on était jusqu'au bout. Et les 10%, c'est que du coup, finalement, vu qu'on a compacté, on a commencé à refaire des trous dans le bâtiment dans lequel on a injecté le tricotage. Les trous, ça fait à peu près 10%. Et moi, ce que je demande toujours aux équipes, ils me disent, en fait, du coup, on a de la place, donc ils ont tendance à se réétendre. Ce qu'on a gagné comme surface, on vient de baliser. Donc mon atelier de tricotage que j'ai transféré, finalement, il ne prend même pas tout le bâtiment. Donc j'aurais redemandé de se compacter là où ils sont.
Et pour être sûr que personne ne vienne réinvestir cette zone, on met de la balise, on met du balisage. On n'aime pas le vide, Alors moi j'ai fait de la logistique pendant très longtemps, donc autant dire qu'en logistique on déteste le vide, mais même en production on l'aime pas. Voilà, donc ça veut dire que si on regarde quasiment en cumulé, alors parce que ça fait 26 plus 10, mais globalement on n'est pas très loin de 35% qu'on a économisé de surface. Et ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est les équipes qui l'ont fait, elles ont compris pourquoi elles l'avaient fait, elles ont compris comment elles peuvent continuer à le faire. À la fin, moi j'ai tout coché. J'ai tout coché. Et si on revient à la première slide, le fait de dire qu'on perd de l'argent, potentiellement là, j'ai un bâtiment à louer qui fait 80 000 € à l'année. Donc voilà. Une autre réalisation, les indicateurs, on a commencé du coup début septembre, je dis on va mettre en place des indicateurs, comment ça marche. J'avais les 9 mois, donc je vous ai remis les 9 mois. L'absentéisme, on est arrivé au mois d'avril, on a fait moins de 5% quand on était plutôt à 12%. Et aujourd'hui, je crois qu'à ce matin, on était à 6%. Voilà. Donc, moi, ce que j'adore, c'est quand je demande à mon responsable commercial, c'est quoi le pourcentage, c'est quoi l'absentéisme hier, et qui est capable de me le dire. Voilà, donc ça, on a eu un super progrès dessus. Les retards clients, de la même manière, on a aussi très bien progressé. Ça, c'est l'indicateur à droite. L'efficience, alors c'est un peu compliqué, il faut considérer que c'est un peu de la productivité. Okay, on a eu un super progrès jusqu'en janvier. On est redescendu, on est en train de remonter. On a progressé, et puis après, comme tout, il peut se passer autre chose. On a un gros changement dans notre façon de produire. On produisait des grosses quantités ici on produit des plus petites quantités. Donc on est amené à beaucoup plus changer. Donc forcément, notre indicateur il descend, on s'est réadapté, puis il est en train de remonter. Donc on reprogresse. Et alors les réclamations clients, pour le coup, lui, il va pas du tout dans le bon sens, c'est pas grave. On a commencé à changer nos critères. Donc quand on a regardé au début, un retour client, c'était quand un client pour qui on fabriquait nous faisait un retour. Je fabrique, je sais pas, 10 000 suites pour ProMode, j'ai un retour, je le mets à l'intérieur. Okay. Puis un jour, je vois quelqu'un traverser l'atelier avec une petite culotte, puis je dis, tu vas où avec ça ? Je vais dans l'atelier, il y a un défaut sur le produit du client, on va le réparer, comme ça on le renvoie tout de suite. On est hyper efficace, 24 heures, on a fait la réparation, on renvoie. Ok, je dis super. Et puis je dis, sinon on réfléchit à pourquoi ça n'a pas été, quoi. Non, t'inquiète, on renvoie tout de suite, 24 heures et là, les clients ils sont tous super contents. Voilà. Bon, vous comprenez ce qui s'est passé là. Moi, j'ai commencé à dire tous les retours, tout ce qui vient du web, en fait, c'est des particuliers. Le particulier, globalement, il est bien plus exigeant que notre client fabricant, parce qu'en fait, il a des retours en direct. Et du coup, on a commencé à traiter tous les retours du web, un par un. Et ce qu'ils ne faisaient pas depuis, alors qu'ils étaient tous persuadés de faire la bonne chose. Donc du coup, on a commencé à faire ça, et dans les 48 heures, maintenant il y a un truc, on a fait un objectif 48 heures, donc dans les 48 heures, on doit sécuriser les stocks, on doit amener une première action, et puis après, en fonction des défauts, on va plus ou moins loin. Après, ça fait quand même beaucoup de changements, donc je ne commence pas à faire des trucs trop compliqués. Mais quand je dis à mes équipes, puis pour le coup, quand c'est comme ça, j'arrête quasiment tout l'atelier, je leur dis, attendez, on a un client qui a un défaut, il n'y a personne qui va voir dans les stocks pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes. Non. Pourquoi ? On n'a jamais fait. Ok. Mais vous comprenez que c'est important maintenant ? Ouais, ok, voilà, on est parti. Voilà. C'est ça qui explique ce pic-là. Voilà, en tout cas, de manière un peu plus concrète, ce que ça donne dans les indicateurs. Septembre, on continue à avoir des vagues, mais en tout cas, les progrès au démarrage, à partir du moment où l'ensemble des équipes sont embarquées, sont plutôt extrêmement positifs. Voilà ce que je voulais vous partager. Il y a toujours un petit QR code qui traîne à la fin. C'est notre site web si vous voulez participer à cette aventure et faire quelques achats. N'hésitez pas. C'est large.